Voilà, bonsoir, donc on va reprendre. Donc aujourd'hui encore on a un séminaire qui sert pour approfondir un peu ce qui a été dit, aller plus loin de ce qui a été dit. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Yves Marocchi. Donc Yves Marocchi est un des plus grands experts au monde des chondres. Il est actuellement directeur du laboratoire, le CRPG de Nancy, ça veut dire Centre de recherche en pétrographie et en géochimie, si je ne me trompe pas. Donc c'est là aussi qu'il a étudié, jeune thésard. Ensuite il est parti aux États-Unis, à l'université Saint-Louis, pour ensuite rentrer en France avec poste CNRS, carrière usuelle, jusqu'à devenir directeur du laboratoire récemment. Donc il est un grand expert de gaz rares, d'analyse à la sonde ionique, d'isotopes de l'oxygène, des chondres. Et donc il a fait vraiment une étude très approfondie sur la composition des chondres qui permet de révéler vraiment l'histoire de la poussière dans les disques sur les premiers millions d'années, jusqu'à quand, à la fin, la poussière tombe dans la météorite et dans les planétésimales. Donc voilà, je laisse Yves raconter cette histoire. Merci. Eh bien, merci Alessandro pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je vais vous parler un peu de l'histoire de la poussière du système solaire racontée par les chondres. Donc comme l'a montré Alessandro, on a une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée du processus à l'origine des chondres. Par contre, j'ai une excellente nouvelle qui est que, en fait, on peut utiliser les chondres pour essayer de tracer l'évolution de la poussière pendant la période du disque d'accrétion, donc qui est cette structure de gaz et un petit peu de poussière qui entoure le Soleil pendant 5 à 10 millions d'années après sa formation. Et donc on va essayer de voir un peu comment la poussière elle évolue en fait lors de l'évolution de ce disque protoplanétaire. Donc avant d'aller plus loin et de parler de la formation des chondres, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière le terme poussière, parce qu'en fait, suivant si on est astronome, astrophysicien ou cosmochimiste, en fait, on ne met pas la même chose derrière le terme poussière. Donc ici, je vous ai mis une figure qui est tirée d'un article de synthèse de Johanna Drazkowska qui vous montre en fait l'évolution absolument fantastique qui se passe dans les disques protoplanétaires en termes de taille entre le moment où on parle de poussière, donc en astrophysique, on va dire que ce sont des solides globalement inférieurs au millimètre, et ensuite ces solides ils vont avoir tendance à s'agglomérer pour former ce qu'on appelle des pebbles, des galets qui sont de l'ordre on va dire de quelques millimètres. Et vous voyez qu'ensuite, lors de l'évolution du disque, on va passer à des objets qui sont de plusieurs milliers de kilomètres, que sont les planètes. Donc les disques d'accrétion, c'est le lieu d'une évolution de la poussière et d'une agglomération de ces poussières dans des objets de plus en plus gros. Donc moi, je vais traiter un petit peu le terme poussière dans les disques en utilisant le terme poussière astrophysique, mais également le terme pebble. Et donc en astrophysique et en astronomie, en fait, on peut observer les disques d'accrétion qui sont autour des étoiles en formation. Donc ici, vous avez une des meilleures observations qu'on avait il y a une quinzaine d'années de disques d'accrétion autour d'une étoile jeune, où ici, vous voyez la distribution de la poussière millimétrique autour de l'étoile et vous voyez globalement pas grand-chose. Vous voyez qu'il y a de la poussière autour de cette étoile. À droite, vous avez une image en lumière visible qu'on appelle le hamburger de Gomez, parce que ça ressemble à un hamburger et ça a été décrit par M. Gomez. Mais la seule chose qu'on voit en fait autour de ces disques, c'est qu'il y a de la poussière, mais en fait, quelle est la distribution de cette poussière dans les disques? En fait, c'était quelque chose qui était relativement peu connu. Et il y a une dizaine d'années, il y a eu une révolution complète dans notre compréhension de la distribution de la poussière autour des étoiles jeunes, qui est la mise en place du radiotélescope ALMA, donc c'est au Chili, à 5000 mètres d'altitude, et où vous avez 66 radiotélescopes qui sont couplés les uns aux autres, donc c'est ce qu'on appelle un interféromètre, qui permet de voir en fait de manière beaucoup plus précise la distribution des solides millimétriques autour des étoiles. Donc ici, vous avez une des premières images qui a été sortie par le radiotélescope ALMA. Et là, on voyait une distribution relativement homogène de la poussière autour des étoiles. On s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. On voit que cette poussière elle est distribuée dans des anneaux qui sont séparés par des sillons qui ont l'air d'avoir une concentration de poussière moins élevée. Et donc, ça nous montre qu'il y a une distribution hétérogène des pebbles millimétriques autour des étoiles jeunes. Cette observation, elle n'est pas restée sans lendemain. Aujourd'hui, on a des dizaines, voire des centaines de disques qui ont été observés grâce au radiotélescope ALMA.
Et vous voyez que globalement, l'ensemble des disques montre des structures assez compliquées de distribution de la poussière millimétrique, que ce soit dans peut-être un gros anneau et un petit anneau à l'extérieur. Vous voyez des disques très compliqués où il y a beaucoup d'anneaux, des disques avec des effets donuts où la matière est concentrée d'un côté du disque. Donc ça a été une révolution absolument complète de notre compréhension de la distribution de la poussière autour des étoiles. Donc c'est un gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup de disques qui sont observés, donc on peut faire de la statistique sur le nombre, par rapport au nombre de disques qui sont observés. La limitation de cette approche astronomique, c'est qu'en fait on a un instantané de la distribution de la poussière. Donc on n'a pas une intégration dans le temps, donc c'est très compliqué de voir comment la poussière elle va évoluer au cours du disque. Au cours de la vie du disque. En d'autres termes, est-ce que ce disque il était structuré de la même manière 500 000 ans avant? Est-ce qu'un million d'années après, il sera structuré de la même manière ou pas? Donc ça, c'est une des grosses limitations. L'autre limitation, c'est la résolution spatiale. J'attire votre attention sur l'échelle. Ici, c'est 10 unités astronomiques, c'est-à-dire c'est la distance entre le Soleil et Saturne. Et vous voyez que la résolution spatiale de ces observations, elle est parfois de l'ordre de 5-7 unités astronomiques. Donc on n'a pas une résolution spatiale qui est faramineuse et en gros, l'ensemble du système solaire jusqu'à Saturne rentre globalement dans ces observations. Donc je vais vous montrer en fait dans cette présentation comment on peut essayer d'utiliser les météorites comme complément aux observations astronomiques pour essayer de comprendre comment la poussière elle évolue dans les disques d'accrétion autour des étoiles jeunes. Et pour ça, il faut qu'on s'intéresse aux météorites. Donc les météorites, on les trouve quand elles tombent sur Terre. Donc il y a une très belle collection au Muséum d'histoire naturelle. On peut aller chercher dans les déserts comme le désert de l'Atacama. Et ce sont des roches en fait résiduelles du disque. Elles témoignent en fait de la formation du système solaire. Et je vais vous montrer surtout qu'elles ont enregistré la dynamique de formation et d'évolution des poussières lors de la période du disque d'accrétion. Donc si on regarde un peu les chondrites, les météorites dans nos collections, on s'aperçoit qu'on a principalement deux types de météorites différents. On a ce qu'on appelle les chondrites, comme a montré Alessandro, où vous voyez de nouveau ces chondres ici qui sont ces sphères silicatées que vous pouvez très bien reconnaître sur cette photographie. Et donc les chondrites, c'est un agglomérat de poussière formé à différents moments et différents endroits du système solaire et qui se sont agglomérés et qui ont subi très peu de modifications après leur agglomération. Et vous avez ce qu'on appelle les météorites différenciées, comme les météorites de fer, qui doivent a priori échantillonner les noyaux des planétésimaux. Et donc ces objets ont subi des processus plus tardifs, comme de la fusion-cristallisation. Donc on a perdu l'information sur la dynamique des poussières. Donc si on veut regarder un peu la dynamique des poussières dans le disque, vous voyez qu'il faut s'intéresser aux chondrites. Et si on se focalise sur les chondrites, vous avez ici une image en électrons rétrodiffusés d'une chondrite carbonée qui provient du système solaire externe. Et vous voyez que cette chondrite carbonée, elle est constituée de différents types de poussières, que sont ce qu'on appelle les inclusions réfractaires, qui sont des condensats, qui sont des objets qui se sont formés au tout début du système solaire, puisqu'ils nous donnent l'âge initial du système solaire à 4, 5, 6, 8 millions d'années. Et ces objets se sont formés par des processus de condensation à partir d'un gaz de composition solaire. Alors il y a deux types d'inclusions réfractaires. Alessandro a mentionné ce qu'on appelle les CAI, pour Calcium Aluminum Rich Inclusion. Mais on a un autre type d'inclusion réfractaire que personnellement j'aime beaucoup, vous allez voir pourquoi dans la suite de cette présentation, qu'on appelle les AOA. En anglais c'est Amoeboid Olivine Aggregates, en français ce sont des agrégats d'olivine de forme amoeboïdale, c'est un nom excessivement bizarre. Mais en gros, ces objets se sont formés par condensation à partir du gaz, avec les CAI qui se sont condensés à plus haute température que les AOA. Donc ils représentent quelques pourcents de la chondrite que vous pouvez observer ici. Et vous voyez que la poussière la plus abondante, ce sont ces sphères qu'on appelle les chondres, donc qui sont ces poussières silicatées submillimétriques, dont on va essayer de discuter en profondeur aujourd'hui. Et l'ensemble de ces objets de haute température sont agglomérés par une matrice à grains fins qui enrobe les chondres et les CAI.
Donc, quelque chose qui est fondamental à intégrer quand on veut comprendre et étudier les condres, c'est que les condres représentent la poussière la plus abondante à s'être formée dans le disque. On n'est pas en train de parler d'un processus anodin qui a affecté quelques dizaines de poussières dans un endroit donné du disque. Je vais vous montrer que ce sont les poussières les plus abondantes à s'être formées à la fois dans le disque interne et dans le disque externe. Donc c'est un processus du disque qui est fondamental si on veut comprendre en fait la formation du système solaire et la dynamique de formation des poussières lors de la formation du système solaire. Donc Alessandro l'a mentionné, il y a un énorme débat en fait sur l'âge des CAI, l'âge du système solaire, l'âge de formation des condres. Et finalement, ici, je ne vais pas me focaliser tellement sur les différents chronomètres aluminium, magnésium ou plomb-plomb, Alessandro en a déjà parlé, ni sur l'existence d'un gap potentiel entre la condensation des inclusions réfractaires et la formation des condres. Quelque chose qui est important à intégrer, en fait, si on veut comprendre la formation des condres, c'est qu'au sein d'une même chondrite, les condres se sont formés pendant plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années, quelques millions d'années. Ça veut dire que quand vous avez une chondrite sous les yeux, vous avez de la poussière qui s'est formée pendant quasiment 1 ou 1,5 million d'années pendant la formation du disque avant d'être accrétée dans la chondrite. Donc vous avez un enregistrement temporel de l'évolution de la poussière dans le disque que vous avez sous les yeux au sein d'une même chondrite. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Vous avez un enregistrement continu de l'évolution de la poussière et les chondrites se sont forcément agglomérées au moment où le dernier chondre s'est formé et vous avez aggloméré tous ces chondres au sein de cette météorite. Quelque chose qui est fondamental aussi à voir, c'est que en fait, grâce à des compositions isotopiques particulières qu'on est capable de mesurer aujourd'hui, on sait que le disque était séparé en deux réservoirs, un réservoir qu'on appelle non carboné dans la zone interne du système solaire, un réservoir carboné qui était dans la zone externe, et en fait les condres se sont formés dans les deux réservoirs pendant, a priori, plusieurs millions d'années dans chaque réservoir. Donc non seulement vous avez déjà une intégration de la formation de la poussière sur plusieurs millions d'années, mais vous avez une intégration de la formation de la poussière dans deux environnements qui sont complètement différents, le disque interne et le disque externe. Donc vous avez des témoins qui, en fait, sont absolument essentiels pour comprendre la formation de la poussière. Donc ça a des avantages d'étudier les chondrites, c'est qu'on a, contrairement à l'astronomie et à l'observation des disques, on a une bonne résolution spatiale et temporelle pour étudier l'évolution de la poussière. La limitation, c'est qu'on a des données sur un seul disque qu'est le nôtre, mais en complément des observations astronomiques, c'est intéressant de pouvoir étudier ça. Donc Alessandro vous l'a montré, il n'y a aucun consensus aujourd'hui sur les conditions de formation des condres. Et quelque part, j'ai envie de dire que ce n'est pas tellement grave pour ce qu'on va discuter aujourd'hui. Vous allez voir qu'aujourd'hui, peu importe le processus, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment la poussière se transforme dans les disques. Mais en gros, vous avez des processus nébulaires, comme la foudre, comme l'a montré Alessandro, ou des processus planétaires, comme les collisions entre protoplanètes ou des gouttelettes d'impact liées aux impacts, qui peuvent expliquer la formation des condres. Mais finalement, je vais attacher au début peu d'importance aux processus qui forment les condres. Donc on va commencer à rentrer un petit peu dans le monde des condres. Donc ici, vous avez des condres qu'on appelle porphyriques. On les appelle porphyriques parce qu'ils ont des minéraux qui sont très larges, que vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir les barres d'échelle. Ici, c'est 200 microns et ici aussi. Vous voyez que ces condres ont des gros cristaux. Et on a deux types de condres différents, comme l'a mentionné Alessandro dans son cours précédent. Les condres de type 1, où en fait le fer est principalement dans des billes de métal et où les silicates sont réduits, et des condres de type 2, dans lesquels vous voyez qu'il n'y a pas de billes de métal et les silicates sont plus oxydés, et donc le fer est présent dans les silicates. Et ce qui est important d'intégrer, c'est que quand vous regardez une chondrite carbonée qui s'est accrétée dans les zones externes du système solaire, dans la même chondrite, vous avez des inclusions réfractaires, vous avez des condres de type 1 et vous avez des condres de type 2. Quand bien même, en fait, ces objets vous disent qu'ils se sont formés dans des conditions et par des processus qui sont complètement différents. Donc ces objets coexistent en fait dans les chondrites carbonées, les CAI, les AOA et les condres de type 1 et de type 2. Alors comment on peut expliquer que dans une chondrite donnée,
on ait des objets, des poussières qui se soient formées à des temps différents du disque et sans doute dans des environnements, voire dans des régions différentes du disque. Alors on peut s'en sortir par une habile pirouette, on dit juste que tout ça s'est formé à des temps différents et dans des régions différentes, et puis à la fin il y a un processus magique qui a tout concentré ça pour former les chondrites, ou vous pouvez voir ça d'une autre manière, qui est de dire que en fait, ces solides dérivent les uns des autres, c'est-à-dire qu'il y a un lien génétique entre ces différents solides et qu'un solide qui s'est formé en premier va être recyclé pour un deuxième type de solide et ainsi de suite. Et c'est ce que je vais vous montrer, comment on peut essayer de comprendre comment les solides évoluent lors de l'évolution des disques. Donc pour ça, je vais vous montrer qu'en fait le lien génétique entre les différentes poussières qu'on observe dans les chondrites, il est attesté par la présence de minéraux reliques. Et ces minéraux sont hérités de la génération précédente de poussière. Donc pour ça, je vous ai illustré ça avec ce schéma qui est représentatif, où vous avez 3 types de poussières qui sont complètement différentes, comme vous pouvez le voir, et on pourrait se dire que ces poussières se sont formées dans 3 environnements différents et n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Sauf que, en fait, je vais vous montrer que dans les chondres, on a ce qu'on appelle des minéraux reliques, et donc, par exemple, dans la poussière numéro 2, on a des minéraux qui sont hérités de la poussière numéro 1. Et ainsi de suite, dans la poussière numéro 3, on a des minéraux qui sont hérités de la poussière numéro 2. Ça, c'est ce qu'on appelle des grains reliques. Et si on est capable de déterminer la nature, l'origine et les compositions chimiques et isotopiques de ces grains reliques, on est capable de dire à partir de quelle poussière la poussière numéro 3 s'est formée et à partir de quelle poussière la poussière numéro 2 s'est formée. Et donc, il faut être capable de mesurer en fait, ce qu'on appelle ces minéraux reliques. Donc la question, c'est comment reconnaître et identifier les minéraux reliques au sein des chondres et au sein des différentes poussières qu'on observe dans les chondrites carbonés. Alors, en théorie, ça paraît simple quand on fait un dessin. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, vous avez des photographies en électrons rétrodiffusés de différents chondres de type 1, des chondres réduits qu'on peut observer dans des chondrites carbonés. Vous voyez que ces chondres, ils sont relativement homogènes, ils sont constitués d'olivine dans la partie centrale du chondre, un petit peu de pyroxène dans la partie extérieure, un petit peu de verre, et c'est tout. Donc, comment savoir où sont les minéraux reliques au sein de ce chondre? En fait, si vous les regardez au microscope, ils ont l'air complètement homogènes, et si vous mesurez leur composition chimique avec des techniques, on va dire, classiques, ils ont l'air d'être homogènes chimiquement aussi. Donc en fait, comment on fait pour voir à l'intérieur des chondres? Donc il faut développer et utiliser des méthodes qui permettent de voir à l'intérieur des minéraux, c'est-à-dire de s'affranchir de l'homogénéité apparente que nous montrent ces objets. Et donc au CRPG, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Grenoble, on a développé et utilisé une technique qui s'appelle la cartographie en rayons X à fort courant. C'est un petit peu comme faire des rayons X quand vous avez une fracture. En fait, vous voyez la fracture, alors que si vous regardez de l'extérieur, vous ne voyez pas la fracture que vous êtes fait au poignet. Et en regardant en fait, la distribution des éléments chimiques à l'intérieur des chondres, on va s'apercevoir que ces chondres qui apparaissent homogènes avec certaines techniques, en fait, ne le sont pas du tout. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la même carto, sauf que ici, vous avez une vision en électrons rétrodiffusés, et je vais vous montrer les mêmes chondres. On regarde la distribution du titane, donc l'élément titane, la concentration chimique du titane au sein de ces chondres. Et vous voyez que ce qui paraît homogène ne l'est absolument pas. Donc vous avez en fait des variations de composition chimique au sein des chondres qui étaient inaccessibles avant d'utiliser ces cartographies à fort courant en rayons X, alors que grâce à ça, si on se concentre uniquement sur les olivines qui sont en bleu, vous vous apercevez que les parties centrales du chondre sont plutôt riches en olivines, pauvres en titane, puisque la concentration de titane est plus faible que dans les bordures des olivines. Vous voyez que certaines olivines pauvres en titane ont servi de nucléi pour la croissance d'olivines plus riches en titane. Et vous voyez des textures qui sont assez compliquées à interpréter, mais surtout, ce qui est assez remarquable, c'est que quels que soient les chondres porphyriques qu'on cartographie, on voit cette structure avec des olivines pauvres en titane qui sont au cœur et des olivines riches en titane qui sont à la périphérie.
Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait de ces olivines pauvres en titane et riches en titane pour essayer de comprendre la dynamique de formation des poussières dans le disque. Et bien pour ça, en fait, il faut arriver à faire ce qu'on appelle des mesures isotopiques résolues spatialement, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller mesurer la composition isotopique de l'olivine qui est pauvre en titane et celle qui est riche en titane juste à côté. Je vous invite à regarder la barre d'échelle. Cette olivine ici, elle fait 100 microns. Donc si vous voulez être capable d'aller mesurer la composition isotopique des deux parties de l'olivine, vous devez utiliser des techniques qui sont très précises spatialement pour pouvoir déterminer la composition isotopique en oxygène. Alors pourquoi la composition isotopique en oxygène? Elle va nous permettre de comprendre en fait comment cette poussière s'est formée et comment cette poussière elle a évolué. Donc je vais faire un tout petit rappel en fait, d'isotopie de l'oxygène pour bien comprendre comment on peut utiliser ces isotopes pour comprendre le recyclage de la poussière. Donc l'oxygène a 3 isotopes, oxygène 16, 17, 18, et on représente ça dans un diagramme assez classique qui est en delta 18 versus delta 17. Ce sont juste les compositions isotopiques qui sont normalisées à un standard et qui sont multipliées par 1000 pour avoir des chiffres qui soient à peu près faciles à manipuler et pas des chiffres avec beaucoup de virgules beaucoup de chiffres après la virgule. Surtout, ce qui est assez important, c'est que dans ce diagramme, vous avez une pente qu'on appelle la droite de fractionnement terrestre où tous les échantillons terrestres vont tomber. En fait, c'est la droite terrestre. Et cette droite, elle est dépendante de la masse, puisque sa pente, c'est 0,52. Et cette pente, c'est juste la différence de masse entre les différents isotopes de l'oxygène. Donc si vous mesurez n'importe quel échantillon terrestre, il va tomber sur cette droite. Si vous faites des expériences d'évaporation-condensation, de fusion-cristallisation, vous allez changer les rapports isotopiques, mais vous allez les changer le long d'une droite de pente 0,52, parce que les processus qui contrôlent la répartition des isotopes sont directement reliés à leur différence de masse. Quand vous mesurez parfois des météorites, vous avez des échantillons qui ne tombent pas sur la droite de fractionnement terrestre, mais qui tombent soit au-dessus, soit en dessous. Et donc, on a mis en place un paramètre qui s'appelle le capital delta 17, qui est juste la déviation verticale par rapport à la droite de fractionnement terrestre. Donc, quand j'utilise un capital 17 négatif, ça veut dire que le point il est en dessous de la droite de fractionnement terrestre. Quand il est positif, il est au-dessus. Et surtout, ce qui est fondamental quand on regarde en fait, la formation des condres et le recyclage des poussières, c'est que vous voyez que dans ce diagramme, les CAI, donc les inclusions réfractaires, les condes de type 1 et les condes de type 2, ne tombent pas sur la droite de fractionnement terrestre, mais tombent sur une droite qu'on appelle la PCM, qui est une droite de pente 1. Et surtout, vous vous apercevez que les inclusions réfractaires n'ont pas tout à fait la même composition isotopique en oxygène que les condes de type 1, qui eux-mêmes n'ont pas tout à fait la même composition isotopique en oxygène que les condes de type 2. Donc si vous avez des processus de recyclage et que vous avez des minéraux reliques qui sont présents dans les différents types de poussières et que vous êtes capable de déterminer leur composition isotopique en oxygène, eh bien vous pouvez essayer de voir s'il y a des liens génétiques entre les différentes poussières en mesurant les compositions isotopiques en oxygène. Pour ça, il faut utiliser une sonde ionique. Et c'est une machine qu'on a au CRPG à Nancy, ce qu'on appelle une sonde ionique large rayon, qui permet de produire un faisceau primaire qui va taper votre échantillon, qui va arracher de la matière et qui va séparer ensuite, grâce à un aimant, les différents isotopes comme l'oxygène 16, l'oxygène 17 et l'oxygène 18. Donc ça, c'est une machine qui est très puissante et surtout, vous voyez que la résolution spatiale, elle est d'environ 20 microns, c'est-à-dire qu'on est capable de focaliser le faisceau primaire qui va taper l'échantillon à un diamètre d'environ 20 microns. Donc ce diamètre, il est fondamental puisque vous voyez qu'on va pouvoir aller mesurer les olivines riches en titane et les olivines pauvres en titane qui ne font que 100 microns de large. Et avec notre faisceau de 20 microns, on est sûr de pouvoir taper les différentes olivines qui sont présentes au sein du condre. Donc si vous faites ça, vous obtenez ce genre de résultat. Et vous vous apercevez qu'en fait, déjà, seulement un condre montre des variations isotopiques qui ne tombent pas le long de la droite de fractionnement terrestre. Donc déjà, ça vous dit quelque chose. Ça vous dit que ça ne peut pas être lié à des impacts ou à des processus de fusion-cristallisation classiques,
puisque, en fait, si vous aviez des impacts qui produiraient les condres à très haute température, vous ne devriez pas avoir de variation indépendante de la masse des isotopes de l'oxygène. Par contre, ce que ça nous dit, et ce qui est assez intéressant, c'est que les olivines au centre de ce condre, vous voyez, ont des compositions isotopiques qui sont complètement différentes des olivines qui sont à la périphérie du condre. Et ça, c'est systématique dans les objets qu'on observe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que les olivines qui sont au cœur des condres, ces olivines oranges, en fait, elles sont héritées des précurseurs des condres. Donc si vous êtes capable de déterminer leur composition chimique, leur composition isotopique, vous êtes capable de dire quelle était la poussière qui s'est transformée pour former ce condre qu'on observe aujourd'hui. Les olivines qui sont à l'extérieur, on pense qu'elles se sont formées au moment de la formation des condres par interaction avec le gaz. Donc elles ne nous renseignent pas sur les précurseurs, mais elles nous renseignent sur la composition du gaz. Et donc si on regarde en fait le capital delta 17 de ces olivines en fonction de la concentration en titane dans ces olivines, vous obtenez ce genre de diagramme et vous vous apercevez que les olivines du centre du condre, qui sont donc pauvres en titane, ont des compositions isotopiques très négatives. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces olivines ont des compositions chimiques et des compositions isotopiques qui sont exactement les mêmes que celles qu'on mesure dans les AOA, qui sont des condensats. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, on a développé une technique qui permet, de voir la distribution des éléments chimiques au sein d'un condre, de mesurer la composition isotopique de ces olivines qui sont pauvres et riches en titane, et de démontrer que ces olivines au cœur des condres ont des caractéristiques qui sont les mêmes que celles qu'on observe dans des condensats formés au tout début du système solaire. Donc la conclusion en fait, à laquelle on arrive, c'est qu'en fait, les condres de type 1 sont des agents doubles. Quand vous regardez un condre aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est homogène. Mais en fait, vous avez des olivines qui sont héritées des précurseurs et vous avez des olivines qui se sont formées plus tardivement au moment de l'épisode magmatique à l'origine des condres. Donc vous avez un processus de recyclage dans le disque qui semble transformer des condensats très précoces qui se sont formés au tout début du disque en condres de type 1 qu'on peut observer aujourd'hui dans les chondrites. Donc ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'on doit fondre partiellement les AOA longtemps après leur condensation, c'est-à-dire plusieurs dizaines de millions d'années après leur condensation. Ça nécessite un processus efficace de chauffage qui est sans doute nébulaire dans le disque externe pour atteindre des températures magmatiques. On va voir qu'en astrophysique, c'est très compliqué, comme l'a montré Alessandro. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est le mécanisme qui chauffe, mais en tout cas, ce qu'on arrive à voir grâce à ces cartos à fort courant et ces mesures isotopiques, c'est que la poussière se transforme lors de l'évolution du disque. Ce qui est important aussi d'intégrer, c'est que ce processus, ce n'est pas du tout un processus anecdotique. C'est un processus qui a largement affecté le disque externe. Les AOA, ils représentent les condensats les plus abondants et la plupart des condres dans la plupart des chondrites carbonés montrent les mêmes textures et les mêmes compositions isotopiques que je vous ai montrées précédemment. Donc ça a l'air d'être un processus qui est relativement, pas fréquent, mais en tout cas relativement efficace sur le long terme lors de l'évolution du disque externe. Donc maintenant, ici, c'est une représentation un peu schématique de ce modèle. Donc vous avez des minéraux qui vont condenser à partir du gaz du disque, qui vont être enrichis en oxygène 16 par ces processus de condensation. Donc ce sera des CAI et des AOA. Et à un moment, vous allez refondre ces condensats pour former des condres avec certaines olivines reliques qui vont résister à ce pic de haute température, tandis que d'autres olivines vont cristalliser au moment de la formation des condres. Et vous allez vous retrouver avec un condre final dans lequel vous avez la plupart des olivines qui résultent de la fusion-cristallisation du condre, mais certaines olivines reliques qui sont héritées des précurseurs. Et en fait, la difficulté, c'est d'être capable d'aller voir ces olivines reliques, d'être capable de les trouver, de déterminer leurs caractéristiques pour être capable de remonter à la poussière qui était le précurseur du condre que vous avez observé. Donc après, une fois qu'on a montré qu'en fait, la formation des condres de type 1 dans les chondrites carbonés avait l'air d'être le résultat du recyclage de condensats formés très tôt dans le disque, on peut se poser une question qui est, est-ce qu'il y a eu plusieurs épisodes de recyclage dans le disque?
Est-ce qu'en fait, on a juste eu les AOA qui se sont transformés en condes de type 1, ou est-ce que ces processus de recyclage, ils ont été répétitifs lors de l'évolution du disque? Et donc pour ça, on peut se tourner vers un type de chondrite particulier formé dans les zones externes du système solaire, qu'on appelle les chondrites CR. Et vous avez ici une photographie en électrons rétrodiffusés d'une chondrite CR. Et si vous deviez mesurer des condres dans cette chondrite, lesquels choisiriez-vous? Eh bien, en fait, vous feriez la même chose que tout le monde, c'est-à-dire que et moi j'ai fait la même chose, on saute sur les plus gros condres parce qu'on a un biais cognitif qui nous fait choisir les condres les plus gros parce que c'est les plus faciles à mesurer. Si vous faites ça, vous avez des informations qui sont intéressantes. Vous vous apercevez que les condres très larges dans les chondrites CR n'ont pas les mêmes compositions isotopiques que dans les autres chondrites carbonées. Ici, vous avez le capital delta 17 qui est représenté en probabilité de densité. Et vous voyez que dans les autres types de chondrites carbonées, on a un maximum à moins 6 pour 1000, alors que dans les chondrites CR, on a un maximum, enfin on a un pic à moins 2 pour 1000. Donc vous en seriez arrivé à la conclusion que dans les chondrites CR, les condres n'ont pas l'air de s'être formés de la même manière et que les précurseurs et les conditions de formation étaient sans doute différents. C'est une conclusion qui est juste, qui est intéressante, mais qui est uniquement parcellaire parce qu'on a oublié de s'intéresser à quelque chose dans les chondrites CR, c'est les petits condres qui sont également présents. Et en fait, ces petits condres, ils nous disent un message qui est absolument fondamental. Et quand je parle de petits condres, je parle d'objets que ici vous ne pouvez quasiment pas voir à l'œil nu. Il faut s'intéresser à des micro-cacahuètes qui se trimballent dans les CR et qui, pendant longtemps, n'ont pas été étudiées parce que c'est plus compliqué à faire. Et donc avec des étudiants, on a bossé là-dessus et on s'est aperçu que dans les chondrites CR, les petits condres, ils avaient des textures qui sont exactement les mêmes que celles qu'on peut observer dans les autres chondrites carbonées. Alors que les gros ont des textures hyper compliquées qui nous disent une histoire totalement différente. Et surtout, on s'est aperçu en mesurant les compositions isotopiques, c'est que les petits condres dans les CR ont exactement la même composition isotopique que les condres dans les autres chondrites carbonées. Donc ça, c'est une information qui est importante. Ça nous dit que dans le réservoir des chondrites CR, il y avait deux populations de condres, une population petite qui a l'air d'être similaire aux autres condres qu'on observe dans les autres chondrites carbonées, et une population de condres beaucoup plus large qui a l'air d'être différente. Et surtout, un truc qui est assez important, c'est qu'on s'aperçoit que ces petits condres, isotopiquement en oxygène, ils sont vraiment très similaires également. Il n'y a pas que les textures, il y a aussi les isotopes de l'oxygène. Ils sont très similaires aux condres qu'on observe dans les autres chondrites carbonées, et ces condres qu'on observe dans les autres chondrites carbonées, ils dérivent de condensats. Donc on a l'impression ici qu'on a un processus de recyclage qui fait que les petits condres des CR dérivent des condensats et que les gros condres dérivent des petits condres. Et pour ça, en fait, on peut le tester de nouveau en mesurant des minéraux reliques. Est-ce que dans un condre qui est très large, dans une CR, on retrouve des minéraux qui sont présents dans les petits? Si on dérive les gros des petits, on devrait avoir des minéraux reliques à l'intérieur des gros condres qui vont nous montrer la présence de minéraux hérités des petits condres. Et ça, en fait, on peut le faire. Si vous mesurez des condres très larges, la plupart des olivines sont homogènes, mais vous avez certaines olivines qui n'ont pas la même composition isotopique, de nouveau, c'est des minéraux reliques. Et ces minéraux reliques, ils ont exactement la même chimie et la même composition isotopique que les olivines que vous observez dans les petits condres. Donc tout ça vous amène à la conclusion que en fait, les condres sont parfois leurs propres précurseurs. C'est-à-dire que vous formez de condres à partir de condres. Donc la poussière, elle est constamment reprocessée. Donc pour illustrer ça, je vous ai mis ici de nouveau les petits condres qui vont être transformés en gros, mais dans les gros condres, vous avez des minéraux qui ont résisté et qui sont reliques et qu'on peut caractériser. Et ça permet de montrer qu'en fait, il y a un lien génétique entre les petits et les condres plus larges dans les chondrites CR. Et ce qui est hyper intéressant, de mon point de vue, c'est qu'en fait, on a des âges aussi de ces condres. C'est une étude qui avait été publiée en 2019, mais où en fait, ils n'avaient pas tellement fait attention à la taille des condres qu'ils avaient mesurés et qu'on a repris. Et en fait, vous voyez que les petits condres qui ont des compositions isotopiques typiques des autres chondrites carbonées, ils sont
plus vieux, enfin en tout cas ils sont formés, je ne sais jamais comment il faut le dire, ils sont formés à 2,5 millions d'années après les CAI, alors que les cônes qui sont plus gros, qui ont des compositions isotopiques différentes, ils se sont formés 4 millions d'années après les CAI. Donc les petits vont former les gros, mais entre les deux, vous avez 1,5 million d'années, visiblement, de battement entre la formation des petits et la formation des gros. Et les petits semblent dériver des condensats qui, eux, se sont formés au tout début du système solaire. Donc tout ça nous dit quelque chose, ça nous dit que la poussière, elle est constamment reprocessée dans les disques et qu'aujourd'hui, dans les météorites, on est capable de le voir. Ça nous dit que l'ensemble du disque externe était sans doute peuplé de condres globalement similaires et que seul le réservoir CR semble avoir connu un épisode supplémentaire, plus tardif, de formation des condres qui a transformé certains condres en un autre type de condre. Donc vous avez une poussière qui évolue sous l'influence d'un mécanisme de chauffage qui est aujourd'hui relativement mystérieux, où vous avez des condensats qui vont être stockés dans le disque pendant 1 à 2 millions d'années, avant de subir une fusion partielle qui vont former les petits condres qu'on observe dans la plupart des chondrites carbonés, avant qu'un épisode de refusion de ces petits condres ait lieu dans le réservoir CR environ 1,5 million d'années après la formation de ces petits condres. Alors c'est intéressant, ça pose plein de problèmes en astrophysique, c'est-à-dire que quand vous discutez avec les collègues astrophysiciens, ils détestent cette conclusion. C'est-à-dire que vous devez leur dire qu'en fait, il faut stocker de la poussière longtemps dans le disque, qu'il faut que cette poussière soit sans doute pas stockée dans des planétésimaux, parce que si vous les stockez dans des planétésimaux, ils vont fondre, et donc vous allez effacer l'hétérogénéité texturale, chimique et isotopique que nous, on observe. Donc ça, c'est un stockage nébulaire dans le disque. Et ça, le stockage dans le disque, c'est un gros problème en astrophysique parce que la poussière, dans les modèles astrophysiques, a tendance à vouloir s'agglomérer pour former des planétésimaux très rapidement dans le disque. Donc ça, c'est un des très gros problèmes qu'on a aujourd'hui pour faire le lien entre ce que nous, on voit dans les météorites et ce qu'on est capable de modéliser en astrophysique. Je vais maintenant passer un petit peu sur les cônes de type 2. Vous allez voir que l'histoire est encore plus compliquée que ce que je viens de vous dire. Donc vous avez des cônes de type 1 et des cônes de type 2. Okay, ils ont l'air de s'être formés dans des conditions qui sont radicalement différentes, certains dans des environnements très réduits, d'autres dans des environnements très oxydés. Donc une fois de plus, on peut se dire ils se sont formés dans deux réservoirs différents, puis un jour ils se sont retrouvés au même endroit et ils n'ont aucun lien génétique les uns avec les autres. Ou alors, vous pouvez vous dire, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un lien génétique entre les cônes de type 1 et les cônes de type 2? Et pour ça, en fait, visuellement, on le voit déjà, parce que vous voyez que dans les cônes de type 2, on a des olivines magnésiennes qui ressemblent beaucoup aux olivines magnésiennes qu'on a dans les cônes de type 1, qui semblent avoir résisté à la formation des cônes de type 2. Donc la présence de ces olivines très riches en magnésium, qui sont très sombres ici sur ces images, semble suggérer qu'en fait, il y a peut-être un lien génétique entre les cônes de type 1 et les cônes de type 2. Donc pour pouvoir tester ça, en fait, il faut remesurer les isotopes de l'oxygène, comme je vous ai montré tout à l'heure. Si vous mesurez les isotopes de l'oxygène des olivines magnésiennes qui sont dans les cônes de type 2 et que vous les comparez aux compositions isotopiques en oxygène des cônes de type 1, vous pouvez essayer de voir si vous avez un lien génétique entre ces objets. C'est ce qu'on a fait avec un étudiant chilien qui s'appelle Gabriel Pinto. Et on a eu des résultats qui, moi, m'ont beaucoup surpris. C'est-à-dire que, oui, les olivines magnésiennes dans les cônes de type 2 ont la même composition isotopique que les olivines qu'on mesure dans les cônes de type 1. Mais non seulement elles ont la même composition isotopique que les cônes de type 1, mais elles ont la même composition que les petits et les gros. Ça veut dire que les petits et les gros cônes de type 1 ont été transformés en petits et en gros cônes de type 2. Donc vous avez au sein d'une même chondrite des poussières qui sont génétiquement liées, mais qui sont dérivées les unes des autres à peu près dans tous les sens possibles et imaginables que vous pouvez avoir avec le nombre de poussières que vous avez à votre disposition. Donc pour pouvoir illustrer ça, je vous ai fait une représentation schématique. Donc vous avez de la condensation qui va produire des inclusions réfractaires, et notamment des AOA, ces condensats riches en olivine. Vous avez un épisode thermique mystérieux qui va fondre partiellement les AOA pour former des petits cônes de type 1.
il faut que ce mécanisme soit inefficace, c'est-à-dire il faut que ce mécanisme n'affecte pas tous les AOA. Parce qu'aujourd'hui, dans la météorite que j'ai sous les yeux, je vois encore des AOA. Donc si ce mécanisme avait été hyper efficace, on aurait transformé tous les AOA en comptes de type 1. Ce n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que ces petits comptes peuvent avoir été transformés dans des comptes plus larges, mais ce processus a dû être également aussi inefficace, parce qu'on n'a pas transformé tous les petits comptes en gros comptes. Donc on a des processus de recyclage de la poussière qui sont ponctuels, sans doute répétitifs et sans doute globalement inefficaces pour ne pas transformer l'intégralité de la poussière. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'au moment où on transforme des inclusions réfractaires en différents types de condes de type 1, ces différents types de condes de type 1 se transforment eux-mêmes en différents types de condes de type 2. Et donc ça veut dire que localement, il faut changer les conditions, notamment redox, c'est-à-dire de savoir si on est riche ou pauvre en oxygène, pour pouvoir transformer des comptes de type 1 en type 2, alors qu'au même moment, dans certains endroits, on transforme des comptes de type 1 en un autre type de compte de type 1. Donc c'est des processus qui doivent être extrêmement localisés et qui font changer les conditions dans des micro-environnements du disque si on veut pouvoir conserver aujourd'hui la totalité de ces poussières qu'on observe aujourd'hui dans une chondrite. Donc ça implique voilà, des chauffages extrêmement localisés. Je vais terminer en discutant un tout petit peu du système solaire interne, puisque là je me suis beaucoup focalisé sur le système solaire externe, mais on forme des condes aussi dans les zones internes du disque. Et si on regarde la composition isotopique en oxygène du disque interne, on s'aperçoit qu'elle n'est pas tout à fait la même que celle des condes du disque externe. Donc une fois de plus, on a l'impression que isotopiquement, ces objets se sont formés à partir de précurseurs différents ou ont subi des évolutions qui sont différentes et des conditions de formation qui sont différentes. Par contre, ce qui est important à noter, c'est que quand on fait des cartos à fort courant en titane, en fait, on ne voit aucune différence entre les condes du système solaire interne et les condes du système solaire externe. C'est la même distribution du titane, on voit les mêmes zonations en titane, on voit globalement des variabilités isotopiques aussi en oxygène au sein des deux condes. Donc ça veut dire que le processus qui forme les condes dans le disque externe et dans le disque interne semble être le même, que tout ça est lié à du reprocessing de poussière à la fois dans les zones internes et les zones externes du disque. Et ça, c'est illustré par quelque chose qui est aussi important. Je vous ai montré que dans les chondrites de type CR qui proviennent du système solaire externe, en fait, on avait un contrôle de la composition isotopique des condes en fonction de leur taille. Et en fait, on s'est aperçu avec des étudiants récemment qu'on avait exactement la même chose dans les chondrites du système solaire interne. Les petits ont l'air d'avoir des compositions isotopiques qui ne sont pas du tout les mêmes que les plus gros, à la fois dans les zones internes et à la fois dans les zones externes du disque. Donc tout ça nous dit que en fait, le processus qui forme les condes semble être le même, qu'on a des poussières qui sont reprocessées pour former des objets plus gros lors de l'évolution du disque. Donc on a peut-être des processus de recyclage de type AOA vers conde dans la totalité du disque. Ça a beaucoup d'implications, notamment sur les changements des compositions isotopiques du disque, mais enfin, c'est un débat un peu peut-être en dehors du cadre de cette présentation. Mais en tout cas, on voit que la poussière petite n'enregistre pas les mêmes compositions isotopiques et que cette poussière petite, elle a l'air d'être les précurseurs des plus grosses poussières qu'on peut voir dans les deux réservoirs, système solaire interne et système solaire externe. Un truc que je ne vais pas détailler, mais en fait, vous voyez que les petits condes du système solaire interne, ils ont exactement la même composition isotopique que les petits condes du système solaire externe. Donc on a l'impression qu'en fait, à un moment, les deux réservoirs avaient la même population de poussière et que les deux réservoirs ont évolué un petit peu différemment. Mais il y a une possibilité, c'est que finalement, ces petits condes qu'on a dans le système solaire interne, ils pourraient provenir des systèmes solaires externes. Ça, c'est un gros débat dans la cosmochimie actuelle, savoir si la barrière qui sépare le système solaire interne du système solaire externe est perméable ou ne l'est pas.
Est-ce qu'il y a des processus qui permettent de faire passer de la poussière au-delà de la barrière qui sépare les deux réservoirs? Donc ça, c'est un peu un débat qui va au-delà de cette présentation, mais en tout cas, c'est intéressant de noter que ces objets-là, soit ils proviennent du système solaire externe, soit ça veut dire que les deux réservoirs, à un moment, avaient enregistré la même composition isotopique. Je vais terminer juste là-dessus en vous disant que donc, les petits comptes d'une même chondrite sont hétérogènes aussi isotopiquement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici, les barres d'erreur, vous voyez, ce ne sont pas des barres d'erreur, c'est la variabilité isotopique au sein d'un même chondre. Et donc ça veut dire que même les petits sont hétérogènes isotopiquement. Donc ça veut dire que c'est très difficile d'imaginer les stocker dans des planétésimaux parce que ça devrait fondre et on devrait homogénéiser les isotopes. Ça c'est pareil, c'est un gros problème astrophysique, c'est comment on garde des petites poussières dans le disque interne sans qu'elles migrent vers l'étoile. Ça c'est quelque chose qui va nous occuper pour essayer de comprendre ça, c'est comment on garde des poussières isotopiquement hétérogènes dans le disque interne sans les accréter dans des planétésimaux. Donc ça, c'est un gros problème astrophysique. Et en gros, je terminerai cette présentation en vous montrant qu'en fait, l'évolution de la poussière dans les disques, c'est que du recyclage. Donc en fait, on a fait un gros travail pour essayer de développer des approches texturales, chimiques et isotopiques qui nous permettent de regarder à l'intérieur de la poussière et pas vraiment de se contenter de la surface. Et vous voyez qu'en fait, tout ça n'est qu'une histoire de recyclage. Les AOA vont être recyclés en compte de type 1, qui vont eux-mêmes être recyclés en compte de type 2. Je ne vous ai pas montré, mais on a des évidences que certains CAI sont recyclés aussi en un autre type de compte qu'on appelle des comptes riches en aluminium. Le processus à l'origine des comptes, c'est-à-dire le processus physique qui chauffe les solides, qui chauffe la poussière pour les fondre partiellement et les recycler, ce processus est toujours mystérieux, comme l'a montré Alessandro. La foudre, des impacts, des passages dans des atmosphères, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la poussière est constamment reprocessée et que ce recyclage, il doit être local et partiel, parce que s'il était efficace et à l'échelle du disque, on devrait avoir transformé toutes les poussières en un type final de poussière et les chondrites devraient avoir toujours accrété le même type de poussière et la vie serait ennuyeuse, ce qui n'est pas le cas puisque en fait, au sein d'une chondrite, on a toutes les étapes de transformation de la poussière. Et donc la question maintenant, c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est le mécanisme de chauffage. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on comprend mieux l'évolution de ces solides. Ce qu'on ne comprend pas, c'est quel est le processus qui chauffe ces poussières. Est-ce que c'est des éclairs? Est-ce que c'est des ondes de choc? Est-ce que c'est des nappes de courant qui se baladent dans le disque? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas clair, mais en tout cas, ça doit être extrêmement localisé et répétitif tout au long de l'histoire du disque interne et externe pour pouvoir expliquer ce qu'on est capable d'observer aujourd'hui grâce aux approches texturales, chimiques et isotopiques. Et je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Merci pour ce séminaire, c'est vraiment assez impressionnant. Donc on parle des choses assez techniques, mais finalement on arrive vraiment à donner des informations vraiment conceptuelles. Donc ce recyclage continu dans les disques, partiel, ce problème du stockage sur lequel je reviendrai, bien sûr. Il y a eu une petite fuite à l'avant quand Yves a parlé des météorites CC, NC, de région du disque, etc. Ce sera l'objet du cours numéro 6. Mais bon, tout est correct, on y reviendra. Les prochains cours, 5, donc c'est mercredi prochain, toujours même heure, on parlera de l'évolution thermique des planétésimaux, une fois qu'ils se forment, ainsi que du paléomagnétisme, qui nous donne aussi des renseignements très importants. Donc merci beaucoup, et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus à venir ici vers l'estrade, et soit sur les séminaires, soit sur les cours de tout à l'heure, on sera tout heureux de répondre. Merci.